Radio J. Le forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au forum Radio J dont vous êtes l'invité Sylvain Maillard. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors 8 jours après l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron, le Rassemblement national fait la course en tête. L'union de la gauche est déjà ébranlée et la majorité présidentielle en plein désarroi. Dans ce contexte, le président de la République a-t-il pris la bonne décision de rendre, comme il dit, la parole aux Français? Les jeux sont-ils déjà faits ou au contraire, Emmanuel Macron peut-il gagner encore son pari? Et puis, qu'à l'avenir pour une France populiste prise entre le marteau de l'extrême droite et l'enclume d'une extrême gauche antisémite? Et pour commencer, Sylvain Maillard, 8 jours après, est-ce que vous êtes remis d'une dissolution à laquelle vous n'étiez pas favorable? La décision a été prise par le président de la République, c'est son droit et sa prérogative. Ouais. La décision a été prise, on est en campagne, je vais vous dire, Frédéric Aziza, on ne réfléchit plus à ce qui s'est passé, les décisions prises, et on y est. Tous mes candidats, les députés Renaissance sont tous en campagne et on est sur le terrain. On précise une chose, vous êtes candidat dans la première circonscription de Paris. Et oui, 1er, 2e, 8e et 9e arrondissement. Voilà. Je le dis toujours parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est toujours un peu compliqué de savoir quelle est sa circonscription, où on vote. Alors donc, on revient sur cette dissolution. Est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que le président vous a consulté? Est-ce qu'il a consulté d'autres dirigeants de la majorité avant d'annoncer sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale? Je ne parle pas des discussions que j'ai avec le président de la République. Non, mais est-ce qu'il vous a consulté avant? Non, et c'est sa décision. Et donc de revenir devant le peuple. Il a pris sa décision tout seul. Hein. C'est la prérogative du chef de l'État. Et nous devons nous y soumettre. Et c'est bien normal. Et au fond, revenir devant le peuple, puisqu'il y a évidemment un blocage. Il y a une élection que nous avons perdue, qui était une élection importante pour l'Europe. Nous l'avons perdue le 9 juin. Il en a pris acte et a décidé de faire en sorte que le peuple se prononce sur les députés qui devaient le représenter. Donc on est repartis tous en campagne et on va convaincre. On a 3 semaines pour convaincre nos concitoyens. Il n'y a aucun bulletin de vote qui a été déposé dans les urnes pour le moment. Aucun des bulletins de vote. Il y a des sondages qui sont éloquents. On connaît la situation. Il y a eu un grand sondage qui était le 9 juin. Ouais. Voilà, on connaît la situation. C'est le meilleur sondage qui puisse exister. Il faut qu'on convainque nos concitoyens qu'il y a une voie médiane. On n'a pas tout bien fait avec le président, avec Gabriel Attal. On n'a pas tout bien fait. Mais honnêtement, on ne peut pas accepter d'avoir ou le RN ou la France Insoumise, NUPES. On va parler de tout ça, mais d'abord, la dissolution, le contexte. Est-ce que cette décision du président de la République n'est pas le signe qu'il a perdu la main et que son entourage joue un rôle trop important? C'est sa décision. Je pense qu'il faut pas. Il faut revenir à la source. La source, c'est que moi, c'est mon rôle. J'étais président de groupe, donc mon rôle, c'est de trouver des majorités. On a trouvé des majorités sur tous les textes, mais qu'est-ce que c'est difficile? C'est vrai que c'est difficile. Pour chaque texte, chaque amendement, chaque article, c'est compliqué. Et on savait très bien qu'à la rentrée, il y aurait une motion de censure ou qui ferait tomber le gouvernement. Les oppositions allaient se qu'après. Et le président de la République, en conscience, a décidé de revenir aux urnes en disant on ne peut pas rester avec une assemblée qui pourrait être bloquée et donc il faut faire un choix de nouveaux députés. Est-ce que c'est vrai que vous avez dit à l'Élysée qu'à l'Élysée, chez eux, ils n'avaient rien compris à la politique? Mais on a des discussions entre nous et on se parle. Vous savez, moi, j'ai une loyauté absolue envers Emmanuel Macron, envers le Premier ministre. Je crois que personne ne peut remettre en cause. Je suis un compagnon du début et donc on se parle franchement. Moi, c'est évidemment une situation qui est compliquée. Quand vous êtes président de groupe, vous savez, une dissolution, ça veut dire que très concrètement, c'est des centaines et des centaines de nos collaborateurs qui ont perdu leur job du jour au lendemain. Je crois que c'est vrai qu'il y a 600 personnes qui ont perdu leur job. Oui, en tout cas dans mon groupe, avec les collaborateurs de députés. Donc c'est une situation 600 personnes au chômage. Évidemment, 600 personnes au chômage, donc c'est évidemment difficile. Après, on va se battre pour revenir à l'Assemblée et puis réembaucher tout le monde. Mais je dis très clairement, et c'est normal, mon rôle, il est de représenter nos députés. Je suis président de groupe. Et donc, on a des conversations, et c'est pas toujours des conversations, c'est des conversations de travail. On se dit la vérité. Vous parlez franchement? J'essaye toujours, oui. Et donc, vous avez dit à Emmanuel Macron qu'il n'avait rien compris à la politique? Non, j'ai jamais dit ça. J'ai juste été surpris de la décision, de la brutalité de la décision. Ouais. Mais encore une fois, elle est derrière nous. Et je comprends. Et je ne peux pas m'opposer au fait de revenir devant. Ça veut dire quoi vous étiez surpris par la brutalité de la décision? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une grave erreur? Non.
mettez-vous à la place d'un député qui, à 21h, entend le discours du président et à minuit n'est plus député. Voilà, c'est concret. Vous le dites en souriant, vous avez envie de pleurer. Non, vous savez, je suis tous les jours sur le terrain, vous le savez, et on est reparti, tout le monde est reparti. Moi, tous mes députés de la majorité présidentielle sont sur le terrain partout. On veut convaincre, on veut expliquer ce que nous portions et ce que nous allons porter. Et puis, on a un chef de la majorité, Gabriel Attal, qui se mobilise partout, parce que, très honnêtement, à part lui, qui peut être le Premier ministre? Mélenchon Jordan Bardella, enfin, vous voyez que ça tient pas la route. Au passage, vous parlez de Gabriel Attal, mais vous parlez pas d'Emmanuel Macron pour faire campagne. Emmanuel Macron doit se mettre en retrait. C'est le chef de la majorité, c'est Gabriel Attal. Ouais. Et donc, il est important que ce soit lui qui porte le combat. Je l'ai toujours dit, et c'est ainsi qu'est fait nos institutions. Donc, c'est Gabriel Attal qui mène le combat. Non, mais ça veut dire que le président doit se mettre en retrait? C'est pas une question de se mettre en retrait, c'est que la campagne législative, elle doit être menée par mais Emmanuel Macron doit parler ou pas encore? Il a parlé. Moi, mais est-ce qu'il doit encore continuer à parler? Le président est interrogé régulièrement, donc qui donne son avis, c'est important. Mais j'étais à sa conférence de presse mardi du président. Il donne les grands axes dans lesquels il souhaite que nous nous inscrivions. Ensuite, c'est à Gabriel Attal d'être partout, et il est partout. Et je veux vraiment le saluer parce qu'il se démène pour nos candidats. Il était dans le Pas-de-Calais, il est en Charente. Enfin, il fait vraiment le tour de France pour accompagner, pour porter le projet et puis présenter les mesures que nous allons mettre. On va en parler des mesures d'ailleurs. Yael Braun-Pivet, présidente sortante de l'Assemblée nationale, avait plaidé en faveur d'une coalition pour éviter la dissolution. C'est pas elle qui avait raison? Vous savez, on a essayé pendant 2 ans. C'était mon job de trouver. On avait en face de nous des députés qui ont tous été élus en 2022 de l'opposition, tous contre Emmanuel Macron. C'est compliqué pour eux, dans leur élection, de construire une coalition dans la mesure où leur électorat a voté pour des opposants à Emmanuel Macron. Donc là, maintenant, tout est sur la table. Nous avons besoin de construire une coalition plus grande que la majorité présidentielle. Nous l'avons dit, nous l'avons affirmé. On voit des candidats en dehors de la majorité présidentielle se positionner en disant « Nous ne pourrions travailler avec ». Ça ne veut pas dire se fondre, travailler avec pour trouver une majorité et faire en sorte que ce pays soit gouverné convenablement, normalement, pas comme ce que nous proposent les extrêmes, qui sont extrêmement dangereux. On va en reparler, mais d'abord, il y a des déclarations qui marquent ce week-end, qui marquent ce dimanche, c'est celle de Nicolas Sarkozy dans le JDD. Qu'est-ce qu'il dit? La dissolution constitue un risque majeur pour le pays et pour le président, et peut plonger le pays dans le chaos. Est-ce qu'il n'a pas raison? C'est un moment de vérité, cette dissolution. C'est un moment de vérité. Ça peut plonger le pays dans le chaos? Frédéric Comme Aziza, le dit Nicolas Sarkozy. Depuis 2 jours, je suis toute la journée sur le terrain à écouter mes concitoyens parisiens. Ils me disent tous, première discussion que nous avons, pas politique, c'est on a un moment de vérité avec un sentiment d'un peu de peur. Un peu de peur, c'est-à-dire sentiment de crainte en disant, ça veut dire que les extrêmes peuvent arriver au pouvoir. Et donc moi, je leur dis... Ils vous disent pas c'est de votre faute? Non, ils nous disent... Non, c'est vraiment un sentiment de réalité. Je dis, on a la main, tout le monde a encore la main. Aucun bulletin de vote n'a été déposé dans l'urne. C'est un moment de responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut l'extrême droite au pouvoir? On sait exactement ce qu'est l'extrême droite. Est-ce qu'on veut la bouillabaisse d'extrême gauche avec les socialistes, un regroupement un peu baroque de LFI antisémites avec des socialistes frondeurs, avec, c'est quand même incroyable, des socialistes frondeurs du mandat de François Hollande et François Hollande. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est un attelage tellement baroque. Qui peut croire un seul instant qu'ils sont capables de gouverner ensemble? On va reparler ensemble. de ces attelages à gauche et à droite. Sur la dissolution, pour revenir sur les propos de Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est pas pire que la dissolution de 97 de Jacques Chirac? Bon, je ne fais pas de signe égal. Moi, je suis un acteur qui est pleinement investi dans cette campagne. Donc, c'est à vous de dire ce que vous en pensez. C'est aux commentateurs et aux journalistes. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans un moment de vérité et que nos concitoyens sont appelés aux urnes le 30 juin et le 7 juillet pour dire ce qu'ils veulent. Voilà. Quel est l'avenir qu'ils veulent tracer pour la France? Alors, vous parliez des Européennes, votre défaite aux Européennes. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur du vote en faveur du RN et de Reconquête d'un côté, de l'extrême droite, et de l'autre, de la France insoumise? Ça me fait très peur. Moi, ça me fait très peur. Je fais partie de tous ces Français qui ont peur en se disant
à quel point on sent nos concitoyens, une partie de nos concitoyens déboussolés. Se dire que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, serait aux portes du pouvoir, avec un programme économique, mais qui nous ruinerait, absolument pas préparé, avec des idées qu'ils portent. Ils vous disent, vous avez déjà ruiné le pays. Racistes, anti-musulmans, mais dans une construction d'exclusion, de bouc émissaire. Moi, je pense que c'est extrêmement grave. Et puis, de l'autre côté, on a la France insoumise qui a repris la main sur la gauche, qui a inventé un nom incroyable, infamant, quand je pense à le nom de Front, de reprendre le nom de Front Populaire, quand on est la France insoumise. Front Populaire, Léon Blum. Et se dire, bah non, on va se mettre dans les pas de Léon Blum, quand on est clairement antisémite. Et puis tous les autres, les collabos de l'antisémitisme. C'est qui les collabos de l'antisémitisme? Tous ceux qui les accompagnent, LFI. Le Parti Socialiste? Tous ceux qui les accompagnent et qui font les choses. Collabos de l'antisémitisme, tous ceux qui mettent ça. nouveau Front Populaire, tout en disant, bah non, mais vous comprenez, on l'est un peu, mais pas trop. Non. Non mais attendez, qui met nouveau Front Populaire, qui s'associe avec la France insoumise? Ceux qui s'associent avec la France insoumise, très clairement, sont les nouveaux collaborateurs, nouveaux collabos de l'antisémitisme. Et donc, vous parlez du Parti Socialiste, du Parti Communiste et des écolos. Ils se sont assis... Non mais précisez-moi les choses. Le 9 juin, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine pile. Ouais. Ils sont chacun partis sur une liste indépendante en disant on ne peut pas travailler avec la France insoumise. Ils sont insupportables, ils sont dangereux pour notre République. Et moins de 8 jours, 4 jours après, ils trouvent un accord avec eux. Donc, pour des places où sont leurs valeurs? Je ne parle même pas du programme économique, 350 milliards mais par an. Enfin, c'est dingue. Mais où sont leurs valeurs? Où sont leurs valeurs? Vous savez quoi? Ce qui est le plus important pour eux, c'est leur place. C'est leur place. Et donc, assurer leur place, leur revenu. C'est ça le plus important. Donc, je le dis très clairement, je viens de vous le dire. Mais quand vous dites les collabos de l'antisémitisme, je veux préciser les choses. Vous parlez bien du Parti Socialiste, de ELV, les écologistes, et du Parti communiste. Tous ceux qui se sont associés, qui mettront la France insoumise, nouveau Front populaire. Je ne sais pas encore quel va être l'attelage, puisqu'on ne connaît pas encore les professions de foi, on n'a rien. Tous ceux qui mettent en avant cette union avec la France insoumise, très clairement. Donc, collabos de l'antisémitisme. Donc, Olivier Faure, Fabien Roussel, Marine Tondelier, ce sont des collabos de l'antisémitisme. Et éventuellement François Hollande avec eux. Hein? Vous savez, François Hollande, d'autres, hein, j'en ai, moi je connais Jérôme Guedj, qui sont des gens courageux, qui ont été insultés pour ce qui est, qui ont été... Jérôme Guedj qui a refusé cette alliance. Hein. Qui a refusé cette alliance. En même temps, il n'aura aucun candidat contre lui. Aucun candidat contre lui. Donc c'est facile de dire ça. Je refuse cette alliance. Je suis pas dedans, mais s'il vous plaît, vous mettez pas un candidat contre moi. Vous savez, moi, je suis dans le combat. Moi, sur ma circonscription, ils vont mettre a priori 2 candidats, les Républicains, pour vous dire l'organisation des Républicains. Voilà. Quand on est au combat, on refuse pas d'avoir des adversaires. Il faut qu'on se batte. Mais finalement, dire non, moi, je refuse d'être avec vous. Mais en même temps, s'il vous plaît, ne mettez pas de candidat contre moi. Quelque part, c'est quand vous dites les collabos de l'antisémitisme, ça renvoie à la guerre, hein, ça renvoie à Pétain, ça peut renvoyer à des événements aussi graves que ceux qui se sont passés pendant la guerre. Je n'aime pas, je fais toujours attention de ne pas comparer. Non, mais je vous pose la question pour ça. Je dis juste que nous sommes à un moment, un tournant de notre histoire. Le président de la République, de façon très solennelle, a dissous l'Assemblée nationale et les extrêmes de gauche et de droite pourraient arriver au pouvoir. Je dis à chacun d'entre nous, il y a un combat. On a une force centrale dans laquelle, autour de Gabriel Attal, que nous voulons construire, de faire en sorte que nous soyons capables d'avoir un programme économique, des valeurs communes qui sont les valeurs de la France. On va en parler. C'est le 30 juin que ça joue. Le 30 juin et le 7 juillet pour le second tour. Retour à une question que je vous posais il y a quelques instants. Édouard Philippe et François Bayrou recommandent à Emmanuel Macron de ne pas s'engager dans la campagne législative. Est-ce qu'ils ont raison? Écoutez, moi je pense que tout le monde doit s'engager dans la campagne législative. Non, mais là on parle d'Emmanuel Macron. Hein, à son poste, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il puisse accompagner les candidats. Mais je le redis, c'est Gabriel Attal qui est le chef du gouvernement, c'est à lui, le chef de la majorité, c'est à lui de porter la campagne. Il en a envie, il est sur le terrain, et donc je pense qu'il ne faut pas se faire des nœuds dans le cerveau. Faire en sorte de construire cet espace central, élargi,
avec tous ceux de bonne volonté qui ont des valeurs françaises, tout simplement des valeurs françaises. Ça veut dire quoi, des valeurs françaises? Pas de bouc émissaire. C'est l'extrême droite, c'est le bouc émissaire. C'est l'autre. Quand vous dites des valeurs françaises, c'est le modèle français, quoi. Ouais. L'intégration, L'intégration, la laïcité. les valeurs de la République. Les valeurs de la République. L'extrême droite, c'est le bouc émissaire. L'extrême gauche, c'est aussi le bouc émissaire. Ce ne sont pas les mêmes boucs émissaires. C'est des boucs émissaires. C'est pas être français, ça. Et puisqu'on parle, vous parliez de Philippe et Bayrou, est-ce qu'Édouard Philippe joue le jeu? Est-ce qu'il est loyal au président et à la majorité? Parce qu'on a remarqué son absence à la conférence de presse du président mercredi. Il était, je sais pas, il y avait Christophe Béchu qui est le numéro 2 d'Horizon qui était là. Est-ce que vous appréciez Est-ce que vous appréciez par exemple que le parti Horizon d'Édouard Philippe aille aux élections sous sa bannière et non sous celle de la majorité? Mais ce n'est pas vrai. Moi j'ai le logo Horizon sur ma campagne et sur mon affiche, sur ma propagande, sur mes bulletins de vote. Il y aura le logo Horizon et Horizon, l'ensemble des députés sortants auront le logo Horizon. Il y a eu quelques endroits où il y a eu des discussions. Ok, mais nous avons un accord tous ensemble. On a très bien fonctionné depuis 2 ans. J'en suis le témoin. Avec mes collègues présidents de groupe, ça continuera comme ça. Après, il y a des différences d'appréciation. Enfin, on est dans un moment tellement important que nos différences qui existent n'existent plus au regard de l'histoire. Vous êtes au pouvoir depuis 7 ans et non depuis 2 ans. Après 7 années de pouvoir, est-ce que vous pouvez dire avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal, est-ce que vous pouvez faire avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal comme si vous n'aviez aucune responsabilité dans ce qui a été fait ou non réalisé? Oui, je pense qu'il y a des choses que nous n'avons pas bien réalisées ou pas bien expliquées, pas bien mises en œuvre. Moi, je suis toujours surpris du temps que je passe en hémicycle pour construire un texte qui nous semble un texte attendu par les Français et la difficulté de réalisation du dernier kilomètre sur le terrain. Et donc, il y a des choses qui, je pense, très bien ont été portées, qui ne s'incarnent pas dans le quotidien des Français. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas été comprises, sur lesquelles il faut peut-être que nous revoyions la copie. On n'a pas tout bien fait, Frédéric Azida. Ça, c'est très clair. Mais je vous rappelle que la France, quand nous sommes arrivés, il y avait un chômage de masse, une économie en berne, on avait des entreprises et là l'économie elle est quelque part en berne. On a créé 2,5 millions d'emplois en France. On n'a jamais eu un taux d'emploi aussi fort. Les jeunes se disent plus je ne trouverai plus d'emploi. Moi j'ai 50 ans maintenant. Quand j'étais jeune, la frayeur absolue, c'était d'être au chômage parce que c'était difficile de trouver un emploi. C'est plus le cas à l'heure actuelle. C'est ça aussi qui a changé. Depuis 5 ans, les entreprises internationales réinvestissent largement en France. Il y a une défiance contre vous. On a réindustrialisé, on a commencé à réindustrialiser la France. Et il y a une défiance contre vous, malgré ça. Mais ce qui était étonnant, c'est quand on est arrivé en 2017, tout le monde parlait que du chômage. C'était le sujet numéro 1. Parce que je crois que nous avons évidemment pas tout réussi, mais enfin, on a bien avancé vers le plein emploi, bien avancé. Maintenant, on parle d'autres choses. Maintenant, vous parlez d'immigration. Et c'est vrai, c'était pas présent en 2017. Ah, ça a toujours été présent depuis des années. C'était pas le sujet numéro 1. Ouais. Alors, programme, justement, Gabriel Attal développe dans le Parisien, il était hier soir sur France 2, le programme de campagne de Frédéric Azida, pardon de vous couper. Ouais. Je vais vous donner un exemple très précis, parce que je l'ai encore hier. On a à Paris 2800 policiers supplémentaires qui arrivent. Et tous mes concitoyens me disent, mais ils sont où ces policiers ? Vous voyez, c'est comment on fait en sorte que... Les policiers sont là. Ils sont là, très concrètement à Paris. Mais on ne les voit pas suffisamment. Comment on fait pour que les policiers soient plus visibles ? Il faut les voir, il faut qu'ils aient une action particulière. Les deux, mon capitaine. Ouais. Il faut qu'ils soient plus visibles. On me l'a dit mais plus encore visible, hier. C'est-à-dire qu'on les voit plus sur le terrain. Mais ça veut dire quoi ? Qu'ils doivent être sur les trottoirs tous les jours ? Oui. Et que quand je leur dis qu'il y a 2800 policiers supplémentaires, hier j'ai eu des dizaines d'interrogations. Mais ils sont où ? Et quand on appelle le soir à 2h du matin, ou le soir ou la nuit à 2h du matin dans le haut de ma circonscription à Pigalle, je peux vous dire qu'on a du mal à voir les policiers. Je sais qu'ils font leur maximum. Mais ça veut dire que très concrètement, dans la mise en œuvre des effectifs supplémentaires, ce n'est pas assez visible. C'est ça aussi que nous disent les Français, soyez plus efficaces. Alors justement, efficacité peut-être. Gabriel Attal donc, développe dans le Parisien ce matin, il était hier soir sur France 2, le programme de campagne de la majorité. Il souhaite s'adresser aux Français avec 2 axes majeurs, les classes moyennes et la question de l'autorité. Alors par exemple, il veut élargir la prime de partage de la valeur, plus communément appelée prime Macron, plus d'autres mesures en faveur du pouvoir d'achat. Est-ce que tout ça, ça ne vient pas trop tard ?
Parce qu'on va vous dire, hein, vous savez ce qu'on va vous dire. Vous êtes là depuis 7 ans, pourquoi vous le proposez aujourd'hui? Prime de pouvoir d'achat, on l'a déjà fait. Mais là, ça passe de quoi? C'est multiplié par 6 ou 7? C'était 6 000. Alors, 3 000, le principe, c'était 3 000 sans accord d'entreprise, 6 000 avec un accord d'entreprise, payé en une fois, possiblement 2 fois. Là, ce que propose Gabriel Attal, c'est d'aller jusqu'à 10 000 €, mais payable mensuellement. C'est-à-dire que c'est plus supportable pour les entreprises, plus facilement mis en application. En tout cas, ça n'a pas été proposé avant. Oui, vous avez raison. Après, on avance, on entend. Le pouvoir d'achat, c'est très clairement aussi, c'est de l'argent, sonnant et trébuchant. Si l'entreprise a les moyens de distribuer... Est-ce que vous ne redoutez pas ce procès? Pendant la campagne, Frédéric Azir, pendant la campagne, juste avant, rappelez-vous, quand on augmente quelqu'un autour du SMIC, de 100 €, ça coûte 400 € à l'entreprise. Et au fond, on augmente. Du coup, personne n'augmentait les salaires. Donc, on est cloué au niveau du SMIC. Donc ça, c'est un moyen de redonner du pouvoir d'achat. La gauche propose de faire passer le SMIC à 1 600 €. Mais oui, mais pourquoi pas 2 500? Vous voyez bien qu'il y a plein d'entreprise, plein d'artisans qui n'auront pas les moyens. Mais moi, je suis le premier à dire que le travail doit payer plus. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous augmentez les salaires, il y a les charges qui vont avec, et que ce palier de passer de 100, quand le salarié touche 100 €, que ça coûte 400 € à l'entreprise, fait qu'en fait, il n'y a pas d'augmentation. On va être pragmatique. Donc nous, on propose une prime Macron élargie en disant très simplement, il n'y a pas d'impôt, pas de cotisation, il n'y a pas d'impôt dessus. Donc c'est de l'argent net. L'entreprise donne de l'argent net directement dans la poche jusqu'à 10 000 € mensuellement. Indexation des retraites. Enfin, 10 000 € annuellement, mais payable mensuellement. Payable mensuellement. Indexation des retraites sur l'inflation, donc ça a été annoncé aussi par Gabriel Attal, et pourtant elle avait été remise en cause par le groupe que vous présidiez à l'Assemblée. Aujourd'hui, ça vous convient ou pas? On a eu des discussions là-dessus. Vous étiez opposé, il me semble, à ça. Vous connaissez mon point de vue. Vous étiez opposé à ça. On a des discussions. À un moment, quand on cherche 20 milliards, il faut aussi trouver l'argent. Là, très clairement, qu'est-ce qu'on a entendu? Et je le dis, sur des petites retraites, on a besoin d'indexer les retraités. Ils ont besoin de pouvoir vivre. Ils ont travaillé toute leur vie durement. Ils ont droit à avoir une retraite décente et qu'elle soit indexée là-dessus. Pas de problème, l'intégralité du groupe est d'accord. Donc oui, on doit accompagner les petites retraites, les retraités, de faire en sorte qu'ils ne perdent pas de pouvoir d'achat parce qu'ils l'ont mérité leur retraite. Voilà, ça c'est ce qu'apporte Gabriel Attal et nous sommes évidemment d'accord avec ça. Il défend aussi, Gabriel Attal, la mise en place d'une complémentaire santé publique à 1 € par jour pour ceux qui ne sont pas couverts. C'est une mesure qui avait déjà été annoncée, pas encore mise en œuvre. Pourquoi? Parce que c'est toujours difficile, il faut trouver un accord avec l'ensemble des acteurs privés et publics. C'est un engagement du Premier ministre. Nous le mettrons en œuvre dès cette année. Et puis, il annonce aussi, Gabriel Attal, il a annoncé la publication du décret relatif à la réforme de l'assurance chômage le 1er juillet. Est-ce que ça vient vraiment au bon moment? L'assurance chômage, il faut un décret. Alors, je le dis très concrètement, il faut un décret. Sinon, à partir de début juillet, on peut payer de l'assurance chômage. Je rappelle, ça fait 8 mois que les partenaires sociaux discutent et n'ont pas trouvé d'accord. Il y a une discussion dessus. Il y a un projet qui a été porté, un projet de décret très clair, faire en sorte que les droits rechargeables soient modifiés. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà en emploi travaillent un peu plus pour pouvoir avoir droit au chômage. C'est la proposition que nous avons faite, c'est ce qu'il y aura dans le décret. Le président de la République, pendant sa conférence de presse, a ouvert le jeu en disant... Il n'était pas affirmatif là-dessus. Hein. Il a dit, voilà, c'est notre proposition, c'est ce que nous signerons comme décret. L'application sera au 1er décembre. On trouve une majorité à l'Assemblée. Et pourquoi pas le faire évoluer. Alors concernant le volet autorité aussi, qui fait partie des axes de campagne de la majorité, le Premier ministre veut qu'un mineur responsable de violences aggravées de plus de 16 ans et en récidive puisse être jugé comme un majeur. C'est ce que demandent le LR et le RN depuis des années. Pourquoi ne les avoir pas entendus plus tôt? Écoutez, là-dessus, j'entends ce que propose Gabriel Attal et j'y suis favorable. Je dis juste une chose. Pour moi, ce qui est le plus important, on a fait deux avancées. D'abord, avec le garde des Sceaux Dupond-Moretti. Une première avancée, c'est de faire en sorte que quand un mineur commet un délit ou un crime, il soit jugé dans les 6 mois. Avant, c'était 18 mois, 20 mois. Et donc, ça veut dire qu'il était mineur, il devenait majeur, il avait peut-être fait sa vie, et à ce moment-là, le jugement arrivait alors qu'il était revenu dans le droit chemin. Donc, moins de 6 mois maximum, il y a un jugement. Ça, nous l'avons déjà mis en place.
Notre difficulté, mais là, c'est la prison. Notre difficulté, Frédéric Aziza, c'est qu'il faut que, en fait, la peine soit exécutée le plus proche possible du jugement. Ça, c'est un vrai souci dans lequel il faut que nous progressions. Il faut que la peine... En réalité, moi, je pense que la peine doit être moins forte, mais beaucoup, beaucoup plus rapide pour les mineurs. Moins forte, mais beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, un jeune, ça reste un jeune. Ça reste un enfant. Mais il faut qu'il y ait une peine, il faut qu'il y ait une sanction. Quand vous êtes parent, vous sanctionnez votre enfant. Vous la sanctionnez tout de suite. Dites pas, je te sanctionnerai, tu auras cette punition dans 15 jours, dans 3 semaines. C'est tout de suite. C'est ça qu'il faut pour les jeunes. Alors, autre dossier, il faut qu'on avance. Et là-dessus aussi, il faut qu'on avance, je vous le dis. Ouais. Vraiment, il faut que, dans notre gestion de la justice, pareil, on va vous il dire faut la peine faire de... ça plus tôt. Mais je vous dis déjà ce que nous avons fait, ce que nous avons pris. Mais nous devons avancer plus. Autre sujet, autre dossier, le sujet migratoire qui est au cœur des débats politiques et qui préoccupe les Français en premier lieu. Est-ce qu'il est à juste titre et comment y répondre ? D'abord parce que c'est un débat qu'ont les Français et il est légitime. Il a fait partie aussi du débat européen. Il est légitime, donc nous devons y répondre. Vous devez y répondre. On a répondu. Vous n'y avez pas répondu depuis 7 ans. Je ne suis pas d'accord avec vous. La loi immigration que nous avons votée en décembre, je pense, est une brique importante. Qu'est-ce qu'elle permettait ? Attendez, n'oublions pas, on n'a pas toujours eu des mots. On avait 11 à 13 recours, ça dépend des maximum 13 recours quand vous aviez une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. 13 recours. Évidemment, on n'arrivait à expulser personne, en réalité. La loi nous permet de le faire en 3 recours. C'est-à-dire que maximum 8 mois, on a une réponse et on peut expulser quelqu'un. Quelqu'un en 8 mois n'a pas créé sa vie, il est plus facile d'avoir. Après, il faut encore avoir des laissez-passer consulaires. Ça, c'est une discussion diplomatique, mais nous expulsons beaucoup plus. Beaucoup plus. Et puis, tous ceux qui font l'apologie du terrorisme sont immédiatement maintenant expulsables. Voilà très clairement une modification de la loi qu'on a votée. Deuxième chose, le pacte asile et migration qui a été voté au Parlement européen, c'est le dernier texte qui a été voté. D'ailleurs, il n'y a que nous qui l'avons voté. Les Raphaël Glucksmann, le RN, tout le monde a voté contre, parce que ils sont évidemment européen. Oui, mais enfin c'est important. Ouais. En fait, s'il n'y a pas ce texte-là, nous sommes beaucoup moins efficaces. Il faut créer des il a été voté au Parlement frontières européen, étanches tout autour de l'Europe, sinon ça ne sert à rien. On avance. Est-ce que vous diriez que le Rassemblement national a changé et que Jordan Bardella, comme il le prétend, est apte à gouverner ? Le Rassemblement national n'a pas changé et je pense que Jordan Bardella n'est pas apte à gouverner. Gouverner, c'est extrêmement difficile. Si le Rassemblement national gagne, Emmanuel Macron fera appel à lui. Le président de la République appellera un Premier ministre, évidemment, de la majorité en place. Mais je le redis, ils sont d'accord sur rien. Ils nous proposaient de sortir de l'euro. Maintenant, ils sont pour. On a eu encore Sébastien Chenu qui nous disait qu'il voulait interdire la double nationalité. Puis après, le soir même, il dit « Ah non, je me suis trompé. Ils étaient pour la retraite à 60 ans. Puis non, maintenant, c'est 62. Et puis maintenant, en fait, on verra plus tard. » Vous voyez bien que en fait, le seul vecteur sur lequel ils sont, c'est la peur ou la colère de leurs électeurs. Et ça passe chez les Français. Et ils s'adaptent en fonction de la colère. Mais ça passe chez les électeurs, puisqu'ils le mettent très haut dans les sondages et dans les votes aux européennes. Je pense que le vote du Rassemblement national est un vote de colère qu'il nous faut entendre, que nous avons entendu, auquel il nous faut répondre. Nos concitoyens se sentent délaissés, ont peur d'une immigration qui n'existe souvent d'ailleurs pas dans leur commune, mais voient la télé en permanence, dire j'ai pas envie de ça, et parfois aussi fantasment un monde d'avant où ils pensent que c'était mieux, en oubliant beaucoup de choses. Mais il y a aussi ça, il y a un peu, on perd notre identité. Et donc, ils surfent là-dessus avec l'ensemble des complotistes, ceux qui étaient contre le vaccin, ceux qui étaient contre ci, contre ça. Je crois que c'est un appel de colère, comme le sont l'extrême d'ailleurs. L'extrême a toujours existé, extrême gauche, extrême droite dans notre pays. Ça a été un réceptacle de colère. Alors, l'un des axes il nous faut rassurer nos concitoyens et dire que ce n'est pas une voie dans laquelle il faut s'engager. L'un des axes de campagne de la majorité, c'est dire que les choix économiques du RN, vous avez commencé à le dire il y a quelques minutes, ruineraient le pays, aggraveraient notre situation au niveau national et international. Pourquoi ? Oui, ça coûte 100 milliards par an. Ouais. 100 milliards par an. Et donc c'est très simple, comment vous financez ça ? Donc oui, vous augmentez les impôts, un peu augmentez les impôts. C'est une augmentation massive. Massive, 100 milliards d'impôts. Je rappelle que... Non, il parle d'économie. Il parle très bien d'économie, l'aide médicale. mais qui nous dit sur quoi ? Mais aide médicale d'État, c'est 1 milliard.
Là, ils nous parlent de 100 milliards. Comment vont-ils faire? Ils disent qu'ils veulent baisser la TVA de partout. Et très bien, mais vous savez quoi? La baisse de la TVA, on connaît ça parfaitement. On l'a vécu avec les restaurateurs il y a quelques années. Ouais, c'était une arnaque. C'est pas une arnaque, c'est qu'ils augmentent leur prix. Ouais. C'est tout simple. Ils ne rendent pas de l'argent, on augmente les prix. Et donc, en fait, ça ne rapporte rien aux consommateurs. Donc, ils vont c'est dans pour l'impasse. ça que nous sommes contre Ils ce vont dans système. l'impasse. Mais il n'y a pas de projet construit. Donc, quelque Ils ont part, changé vous dites- 3 fois de projet en 3 ans. Donc, ça veut dire que quelque part, vous dites, ils n'ont qu'à gagner, puis après, on verra qu'ils avaient tort. Je veux surtout pas que le Alors- rassemblement... Je suis contre les extrêmes, Frédéric Azida. Ouais, c'est mon engagement politique. Donc, je ne veux surtout pas. Moi, je me bats pour ça. Je suis devant le micro ce matin aussi pour dire à l'ensemble de nos concitoyens, nous ne devons pas partir dans cette facilité de voter extrême en disant, au fond, qu'ils entendent. Alors, C'est un message extrêmement fort que nous devons envoyer le 30 juin parce que ce sera l'avenir de la France. Voter extrême, et peut-être l'avenir de l'Europe aussi, quelque part. Hein. Bien sûr. Voter extrême. Ils sont liés. Qu'est-ce que vous comprenez à l'alliance entre Éric Ciotti et Jordan Bardella? C'est une clarification. Mhm. Une clarification de LR. Je pense que LR... Parce que vous venez plutôt de cette famille. Oui, je pense que c'est une clarification de LR. Tout simplement. Il y a une partie de LR qui est attirée par le Rassemblement national, par les idées identitaires très fortement, et donc qui a décidé de devenir le supplétif du Rassemblement national, d'être absorbé par le Rassemblement national, d'oublier le message gaulliste. Il parle tout le temps du général de Gaulle. Vous imaginez le général de Gaulle s'allier avec le Rassemblement national? Et quelle honte! Et puis une autre partie de LR qui dit on doit avoir un chemin d'indépendance, on doit être un parti de gouvernement. Et donc, il faut gouverner. J'entends ce qu'a dit Nicolas Sarkozy ce matin dans le journal du dimanche. Il dit il faut gouverner avec Emmanuel Macron, avec une force centrale, parce que c'est la vocation des LR, c'est d'être un parti de gouvernement. C'est pas d'être dans une opposition stérile et d'être à la remorque de l'extrémisme. Voilà, c'est ça l'histoire des Est-ce LR. que vous avez quel message, peut-être dans ce contexte, vous avez envie d'envoyer aux électeurs de droite qui se retrouvent peut-être un peu déboussolé par cette alliance Ciotti-Bardella? Voter pour des candidats qui veulent construire la France de façon raisonnable mais ambitieuse, qui créent une espérance pour la France, mais qui sont des gens solides, expérimentés. Vous savez, en ce moment, le monde, la géopolitique, la guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine et ailleurs, elle demande des femmes et des hommes de sang-froid, qui ont de l'expérience. Nous avons de l'expérience. Nous avons du sang-froid, on a besoin maintenant d'avoir des députés qui votent des lois qui accompagnent une politique. Il y a une déclaration qui a marqué les esprits, c'est celle de Serge Klarsfeld, qui déclare qu'en cas de second tour LFI-RN, il voterait RN. Est-ce que vous le comprenez? Et est-ce que vous feriez comme lui? Je respecte infiniment Serge Klarsfeld. Oui, J'étais avec lui est-ce que il y a 3 semaines, nous étions en Allemagne au moment où il a reçu... il a été décoré par Emmanuel Macron. J'étais avec lui à Berlin, l'ambassade. Et là, il dit RN, LFI, je vote RN. Je respecte profondément Serge Klarsfeld. Non, mais vous en pensez quoi? Vraiment, je vous le dis, Frédéric Azida, en vous regardant, je respecte profondément et donc, Serge et Beate Klarsfeld. Vous respectez leur choix? Et je le dis juste, en tant que responsable politique, je ne me place jamais dans une position qui n'existe pas. Je le dis très clairement, nous nous battons parce que nous pensons que nous devons, derrière Gabriel Attal, construire une majorité élargie qui nous permet de gouverner de façon efficace la France. On a entendu le cri de colère, on a entendu ce besoin de plus d'efficacité, ce besoin de pouvoir d'achat, ce besoin d'assurance qu'ont les Français. Nous l'avons entendu, nous devons construire une réponse. Mais cette réponse, elle ne peut pas être avec l'extrême gauche ni l'extrême droite. Quel est le plus grand danger pour la France et la démocratie? C'est l'extrême gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI, ou c'est le tandem Bardella-Le Pen? Le plus grand danger? Les deux. Les deux, je ne mets pas un signe égal entre LFI et le Rassemblement national. Le pire, deux choses c'est quoi? différentes. Ouais. Je ne mets pas un signe égal. Vous savez, moi, je suis depuis 2 ans, 1 an et 2 ans dans cette nouvelle majorité président de groupe. Je n'ai jamais travaillé, mon groupe n'a jamais travaillé ni avec le RN, ni avec la France Insoumise. Nous n'avons jamais signé un amendement, on n'a jamais voté un amendement. Vous avez fait des votes ensemble? Je n'ai jamais... Il y a des textes qui ont été votés, notamment avec le Après, RN. chacun se positionne les uns les autres. Je ne peux pas interdire un député, il vote. Mais jamais nous n'avons travaillé, porté de texte. Je ne parle que dans l'arc républicain. Point. Donc je ne me positionne jamais en me disant que je sors de cet arc républicain. Bardella et Le Pen, et de l'autre côté Mélenchon, est-ce qu'ils sont républicains? Est-ce que ce sont des républicains?
Jean-Luc Mélenchon n'est pas un républicain. N'est pas un républicain. Non. Vous savez, son Ça comportement... veut dire quoi et comment vous l'expliquez comment vous expliquez vos propos? Son comportement, jour après jour, d'insultes, antisémites, envers les siens, envers les autres. Son comportement encore avant-hier, quand il expulse tous les opposants, Corbière, Garrido, de son groupe, en les expulsant pour pas qu'ils soient députés, au dernier moment, parce qu'ils ont contesté le fonctionnement de la France Insoumise. La France Insoumise, c'est un parti qui a 3 adhérents. 3 adhérents. Voilà, c'est ça ce parti. Je vous le dis vraiment. 3 adhérents. Certains disent c'est une secte, vous dites la même chose? Oh, c'est des opposants politiques, c'est un adversaire politique, je vais qualifier d'adversaire politique. Mais dans le mode de fonctionnement, il n'y a absolument pas d'instance démocratique. Ils détestent la démocratie. Ils ont ce mot démocratie, mais ils la détestent profondément. Donc, il au pluriel, donc ce ne Mélenchon. sont pas des républicains. Ouais. Jean-Luc Mélenchon et ses amis, mais c'est la France Insoumise. C'est le fonctionnement de la France Insoumise. Ils détestent la démocratie. Ils adorent en parler pour les autres, mais ils la détestent. Et donc, oui, c'est un adversaire extrêmement fort. C'est un ennemi de la République. Un ennemi de la République? Oui, je dis très clairement, c'est un ennemi de la République. Un ennemi de la République. Ça implique quoi qu'ils soient un ennemi de la République? De ne pas voter pour ces listes-là. Donc ça veut dire qu'en cas de second tour RN et LFI, surtout pas LFI. Je suis au premier tour et nous on se bat pour avoir des listes partout. Je pense que nous pourrons nous maintenir, j'espère, partout au deuxième tour. On va en parler. LFI par son communautarisme, ses propos aux limites de l'antisémitisme, son engagement militant auprès du Hamas est beaucoup plus problématique au regard des règles républicaines que le risque fantasmé de peste brune. C'est Nicolas Sarkozy qui affirme ça dans le JDD. Vous l'approuvez ou pas? Moi, j'entends la France Insoumise qui n'arrive pas à dire que le 7 octobre, c'est un massacre. Qui, au fond, n'arrive pas à qualifier... Ils disent que c'est un massacre terroriste. Mais ils l'ont dit parce qu'on leur a tordu le bras. Mais ils ne veulent pas dire que le Hamas est une organisation terroriste. Ah donc c'est un massacre terroriste, mais les gens qui le font ne sont pas des terroristes. Voilà. C'est quoi ça? C'est la langue de bois. Est-ce que c'est des terroristes ou pas le Hamas? Non, pour eux, ce ne sont pas des terroristes. C'est un mouvement de libération. C'est tout ce qui nous sépare. Et... Le Hamas est un mouvement terroriste. Tant que le Hamas sera à Gaza, il n'y aura pas de paix. On le sait très bien tous. Mais eux, ils ne veulent pas la paix. Ils veulent la destruction d'Israël. Ce sont des antisémites. Ils veulent la destruction d'Israël. C'est pour ça que vous portez ce pins jaune au revers de votre veste? D'abord, merci beaucoup de le mentionner parce que c'est un pins qui nous permet de ne pas oublier nos otages. Tous les otages. Et je crois que dans ce moment où on est pris par l'actualité, c'est aussi un rappel et que je veux dire, voilà, dans ma campagne, je suis tous les jours avec, de rappeler qu'on a des otages, dont 2 Français, qui sont maintenus en captivité par un groupe terroriste. Et donc, on y pense, on est là. On est là pour eux. Voilà, je veux juste rappeler, ils sont maintenus en otage par un groupe terroriste qui s'appelle le Hamas. Alors, un mot sur la manifestation d'hier à Paris du nouveau Front populaire, avec dans le cortège le Parti des indigènes de la République, Urgence Palestine, avec à sa tête le terroriste franco-palestinien du FPLP, Salah Hamouri, et puis cette multitude de drapeaux palestiniens. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une bouillabaisse antisémite. Une bouillabaisse antisémite. Qu'est-ce que ça a à voir avec les élections législatives? Non mais très sérieusement, qu'est-ce que ça a à voir? Rien. C'est une bouillabaisse antisémite. Voilà, tout ce qui est le seul point commun qu'ils ont tous là, c'est détester la République et détester les Juifs. Point. Et c'est pour ça que vous dites que... Ils adorent se regrouper tous ensemble et ils ont trouvé une bannière en disant Gaza et le drapeau palestinien. Je crois que c'est leur nouveau moyen de ralliement. Vous savez, c'est assez terrible parce qu'au fond, moi j'ai entendu des mots portés sur des chars, donc c'est pas portés sur des chars, en disant que le Hamas est un mouvement de libération. On entendait résistance, hein. Oui, et on a entendu, j'ai entendu le représentant, le responsable du Parti des indigènes de la République, de l'antisémite islamiste Ouria Boutedja, qui demande aux jeunes femmes qui étaient devant la pancarte, la banderole Parti des indigènes de la République, chanter des you-you en mémoire des martyrs de Gaza qui sont partis au paradis et qui ont envoyé les soldats de Tsahal en enfer. Voilà ce qu'on a entendu. Ah ouais, une honte absolue. Hein.
une honte absolue. Et voilà, mais au moins on a la définition classique de ce qu'est un regroupement antisémite. Voilà, libéré. Vous savez, moi j'ai porté une résolution à l'Assemblée nationale en 2019. C'était difficile à porter à ce moment-là. Vous avez été beaucoup critiqué. Oui, c'était beaucoup critiqué en disant que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. L'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Donc, je le redis, hein, c'est dans la loi française. Et c'est ce qui vous conduit. Et l'antisémitisme, c'est pas une opinion en France. C'est un délit. Un an d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. C'est ce qui vous conduisait tout à l'heure à dire que les partis qui s'allient avec LFI dans le cadre de le nouveau Front Populaire sont des collabos de l'antisémitisme, ceux qu'on voyait dans le cadre de cette manifestation hier. Très clairement. Hein, mais comment vous le dites? Comme vous venez. Non, mais j'ai envie de vous l'entendre le dire. Je pense que le nouveau Front Populaire, quel que soit le nom, NUPES 2.0, est un parti qui, en s'alliant avec LFI, alors que la semaine d'avant, ils avaient chacun leur liste. Donc, parti. Chacun leur liste. ELV, Parti communiste. Bien sûr. Hein? Ils avaient chacun leur liste en disant qu'on ne pouvait plus travailler avec la France insoumise. Ils ont eu des mots extrêmement durs les uns avec les autres, d'insultes. Jérôme Guedj a reçu des insultes antisémites de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et 4 jours après, ils s'unissent en disant « Oui, il y a un fantasme ». Et donc, je dis, ce sont ceux qui s'unissent ensemble avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui disent que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre, sont des collabos de l'antisémitisme. Collabos de l'antisémitisme. Depuis des années, à cette même antenne, vous avez accusé Mélenchon et ses lieutenants d'être antisémites. Donc, c'est ce qui vous conduit à dire que ce sont des collabos de l'antisémitisme, les partis qui s'allient avec lui. Je ne sais plus comment vous le dire. Ça fait 5 fois qu'on tourne autour. J'ai l'impression que mes mots sont suffisamment forts. Mais moi, vous savez, c'est mon combat. C'est le combat de mon combat politique. C'est mon combat d'être humain. Quand je ne serai plus député, je continuerai. Je me bats contre l'antisémitisme. Je le redis encore, l'antisémitisme, c'est un sentiment qui est différent du racisme. Je me bats contre le racisme. Mais je n'aime pas qu'on mette le racisme et l'antisémitisme sur la même ligne. L'antisémitisme, c'est un sentiment profond d'infériorité. C'est pour ça qu'il est génocidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il se développe dans notre pays, ça veut dire que c'est la fin de notre République. Pourquoi? Parce que c'est la politique du bouc émissaire. Au fond, c'est le riche, c'est le juif. Vous savez, moi, je suis victime d'attaques antisémites. Je ne suis pas juif. Je suis victime d'attaques antisémites. Je fais condamner des citoyens qui m'attaquent. Je fais condamner devant la justice pour attaque antisémite. Pourquoi? C'est ce sentiment profond. Il faut le combattre. Il ne faut jamais accepter. Et c'est pas un combat des Français juifs, c'est un combat de l'ensemble des Français contre l'antisémitisme. On arrive à la fin de cette émission. On vous parlait tout à l'heure de la candidature de François Hollande. Il se pourrait que François Hollande puisse être le Premier ministre d'Emmanuel Macron ou pas, en cas de coalition? J'en sais rien. Je trouve ça tellement baroque. Comment que François Hollande, je vous dis, s'allie avec Jean-Luc Mélenchon, s'allie avec l'ensemble des frondeurs qui l'ont empêché de se représenter, qui lui ont pourri son mandat. Ils se font tous un groupe, une bouillabaisse ensemble. Pourquoi? C'est pour des places. C'est juste pour des places. La République, ils s'en moquent. Pensez qu'ils vont gagner des élections? Bien sûr que non. Et vous croyez que vous pouvez gagner les élections? Oui, je crois. Vraiment, Frédéric Azizat, je pense. Parce que je crois qu'il y aura un sursaut. Je crois très clairement que les Français. Je pense très clairement que les Français ont envoyé un signal que nous avons parfaitement entendu. Ils demandent une majorité élargie. Ils demandent que nous entendions mieux, que nous soyons plus efficaces. Et ils ont raison. Nous les avons entendus. Nous allons être plus efficaces. Nous allons plus écouter. Il nous faut toujours plus écouter. Nous l'avons sûrement pas suffisamment fait. Plus écouter. Mais les Français sont des gens qui aiment la République, qui aiment l'autre, qui ont des valeurs fortes. C'est ces valeurs-là que nous allons prôner et nous allons gagner. Vous parlez de sursaut. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est la méthode Coué ou vous y croyez vraiment? Je le sens vraiment sur le terrain. Je vous dis, je sens ce sentiment de peur de beaucoup de concitoyens qui ont voté. Moi, j'avais des concitoyens là, qui m'ont voté, qui me disaient on a voté Glucksmann, mais on votera pour vous, Sylvain, cette fois-ci. Non pas pour vous dire que c'est super ce que vous avez fait, mais parce que vous êtes un rempart. Et ça, je l'ai entendu largement. Et je vois mes collègues qui sont un peu partout sur le territoire me disent la même chose. Ils savent que nous avons entendu le signal. Nous l'avons vraiment entendu le 9 juin. Maintenant, il nous faut construire une majorité de projets raisonnable, une majorité française. Et donc, nous allons la construire. Je suis persuadé que le 30 juin, 7 juillet,
nous allons avoir une majorité. Adrien Quatennens renonce donc à sa candidature aux législatives. C'est la moindre des choses. Ouais. Quand on frappe sa femme, qu'on est condamné pour avoir frappé sa femme, on doit plus pouvoir se présenter aux élections. C'est très clair. D'ailleurs, on avait porté un texte, mon groupe Renaissance avait porté un texte à l'Assemblée nationale en disant il ne peut plus être éligible si on a commis des violences envers son conjoint. Enfin, c'était un texte élargi, donc c'est la moindre des choses. Il n'a rien à faire dans notre hémicycle. Et c'est le seul candidat qui pose ou qui posait problème? Non, vous avez des fichiers S, vous avez plein de candidats de la France insoumise qui sont des vrais problèmes pour notre République. J'espère que nos concitoyens feront bien attention à ne pas voter pour ce type de personnage malfamant. Merci Sylvain Maillard d'avoir répondu à notre invitation. Donc je rappelle que vous êtes candidat dans la première circonscription de Paris. Donc c'est les 1er, 2e, 8e et 9e arrondissement. Donc ça fait un certain nombre d'arrondissements. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. On sera à une semaine du premier tour. Merci.